Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTB. À la une du 13h, le double scrutin au Burkina Faso du 22 novembre 2020 et l'observation des organisations de la société civile. Le mouvement pour la paix et l'amour de la patrie s'est investi et tire un bilan satisfaisant en dépit de quelques imperfections. Il a fait des recommandations et des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le Bangui, cette fameuse boisson extraite du rognier, fait le bonheur des amateurs de la boisson, mais bien plus, la filière nourrit son homme, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, au Ghana, les deux favoris de la présidentielle signent un pacte de paix, et les deux candors donc signent un pacte de paix, et les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et son principal opposant, John Mahama, se sont engagés à ne promouvoir aucune violence. Merci et bonjour, ravi de vous retrouver. Je le disais donc en titre, Observateurs sans frontières et le mouvement pour l'amour de la patrie ont animé donc un point de presse ce jeudi à Ouagadougou. Il s'est agi pour ces deux organisations de faire le point de leur mission d'observation des élections couplées du 22 novembre au Burkina Faso. Le point avec Hadi Sandamba. C'est une conférence de presse conjointe pour faire le point de leur participation aux élections couplées du 22 novembre dernier en tant qu'observateurs. Pour la circonstance, ce sont 238 observateurs des deux structures qui ont été déployés dans 1009 bureaux de vote à travers les 13 régions. Et de cette observation, des situations d'irrégularité, des insuffisances et des dysfonctionnements ont été relevés. Une situation qui, selon les conférenciers, ne peut remettre en cause les résultats du double scrutin. Ces dysfonctionnements et ces insuffisances enregistrées par la CENI, à notre regard et après analyse de tout cela, on a trouvé que ce n'était pas en fait intentionnel. Ce n'était pas des dysfonctionnements qui partaient dans le sens de favoriser un parti politique. Nous avons appelé donc tous ces manquements-là des manquements objectifs. Il se trouve que toutes ces irrégularités-là ne sont pas profitables, c'est-à-dire en bien à un seul parti politique. Non, toutes ces insuffisances, les mêmes partis politiques, les candidats indépendants, les pieds au même niveau, à un pied d'égalité. Cependant, le conférencier recommande entre autres la mise à jour annuelle du fichier électoral conformément à l'article 50 du Code électoral, l'organisation des listes de manière alphabétique, de garantir le droit de vote à toute la population en âge de voter et poursuivre la lutte contre l'insécurité. À noter que les deux associations organisatrices de cette conférence se réclament apolitiques et non confessionnelles. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, l'Agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité à Bénorme a initié un atelier de sensibilisation. La journée était placée sous le thème « Protéger la planète grâce aux normes ». Il s'agissait donc de faire prendre conscience de l'importance de la normalisation pour l'économie mondiale. Sébastien Zongo. L'Agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité informe et sensibilise des représentants de l'administration, d'entreprises privées et de la société civile sur la normalisation. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, placée cette année sous le thème « Protéger la planète grâce aux normes ». Il faut agir de façon concrète et surtout disposer de bons outils. Les normes font partie de ces outils car elles couvrent tous les secteurs d'activité, y compris le domaine des économies d'énergie et de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Plusieurs présentations sont au programme de cette journée de travail, notamment celle de la normalisation et ses enjeux au niveau national et international, mais aussi celle de la cellule femmes, jeunes et normalisation. Cette cellule-là a été créée pour susciter un intérêt pour la normalisation au sein de la frange femmes et jeunes en fait, de la population. Et ça, c'est par le biais de renforcement des capacités
en matière de normalisation, de contrôle de la qualité, de gestion de la qualité et de certification. La journée mondiale de la normalisation est célébrée chaque année le 14 octobre depuis 50 ans par l'Organisation internationale de la normalisation, la Commission électronique internationale et l'Union internationale des télécommunications. Éducation à présent, les centres d'éducation de base non formelle, le rapport. Ce 4 décembre à Zignaré dans le plateau central, les responsables se sont retrouvés pour faire le point des centres fonctionnels et ceux qui ne le sont pas. Environ 85 centres fonctionnent dans une soixantaine de communes du pays. Quelles sont les raisons de fermeture? Quelles sont les perspectives à engager pour le futur? On en parle avec Dramandadia. Des centres d'éducation de base non formels à nouveau fonctionnels. Les enfants de 9 à 16 ans, déscolarisés ou non scolarisés, sont formés au métier dans ces CBNF, sauvés de justesse en 2019. À cet atelier bilan, tous les acteurs impliqués dans le processus de relance des CBNF s'en réjouissent. Oh, très satisfaite, vraiment satisfaite. De 16 CBNF qui étaient fonctionnels, aujourd'hui nous sommes à plus de 85 CBNF fonctionnels sur l'étendue du territoire. Alors ce sont des opportunités de formation. Du point de vue local, c'est très sensible. Il y a un grand nombre d'enfants qui ou ont échappé à l'éducation classique commune ou sont déscolarisés. Alors vraiment ça, merci pour tout ce qui est fait au niveau de l'État central pour nous permettre d'aller de l'avant dans le sens de l'éducation de nos enfants. Cette dynamisation des CBNF table sur la qualité de l'éducation non formelle et la diversification des offres de formation. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, l'un des bras financiers du projet, réitère son soutien au CBNF. Déjà, pour ce qui a été déjà engrangé, on se satisfait pour cela. Maintenant, nos attentes est que, d'abord, les acteurs à la base s'approprient du dossier et qu'ils le mènent à bon terme. Il s'agit de redonner espoir à tous ceux qui sont exclus du système formel classique à travers les CBNF, une opportunité pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et puis, Solidarité, l'association pour la bienveillance humanitaire, a procédé courant semaine dernière à la remise des allocations aux orphelins dans la ville de Ouagadougou. L'association a entrepris de fournir aide et assistance aux couches défavorisées et aux nécessiteux de la société. Elle contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique du Burkina. Roger Kam, Ismaël Dilouma Sirima. Venus de plusieurs régions du Burkina, ces veuves et ces orphelins sont à Ouagadougou pour bénéficier d'une allocation. Elle est octroyée par l'Association pour la bienveillance humanitaire en collaboration avec l'Association Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. De juin 2018 à juin 2020, ce sont 899 enfants qui ont bénéficié du parrainage. Les enfants qui sont parrainés par l'association, ils reçoivent chaque mois un montant de 18 000 francs par mois. Et ce montant doit être versé dans un compte bancaire ouvert au nom de cet orphelin pour permettre à sa mère ou à sa famille de veiller sur cet enfant et de payer ses frais de scolarité, sa santé aussi, ses habits, tous les besoins de l'enfant. Pour avoir droit à cette allocation, il faut constituer un dossier dans lequel il est prouvé que l'enfant est orphelin de père. Aujourd'hui, Zara Fofana, dont les deux enfants sont jugés aptes à recevoir l'allocation, récupère ici ses premiers chèques. Nos moyens ne nous permettaient pas à bien scolariser nos enfants, mais grâce à Dieu, avec cette aide, nous pouvons nous occuper de l'éducation de nos enfants. L'Association pour la bienveillance humanitaire existe depuis 2012. En dehors du parrainage d'orphelins, elle œuvre dans le secteur de l'éducation et de la santé. Santé, donc, une douzaine de médecins formés en épidémiologie de terrain ont reçu ce 4 décembre à Ouagadougou leur attestation. C'est une première cohorte du programme de formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Et ils ont suivi donc une formation de 9 mois. Vincent Tiendrebego.
Ils sont en fin du cycle intermédiaire au programme de formation en épidémiologie terrain. Après 9 mois de formation, ces spécialistes en riposte épidémiologique ont acquis des compétences en évaluation du système de surveillance et en investigation pour faire face à d'éventuelles épidémies. Cette formation permet de renforcer les compétences des acteurs du système de santé et au niveau terrain, parce qu'il s'agit d'un renforcement qui se fait sur le terrain avec 75% d'activités qui se mènent sur le terrain, en plus des enseignements théoriques. Les compétences que nous avons acquises au cours de cette formation nous ont permis de pouvoir faire face aux épidémies en les investiguant et de façon prompte et proposer des actions promptes de riposte et analyser les bases de données que nous avons déjà pour la prise de décision et faire face à tout problème de santé publique. Cette formation a été possible grâce à l'appui technique et financier du Réseau africain d'épidémiologie terrain et l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Ces partenaires réaffirment leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans la prévention des épidémies. Et Burkina Faso avait d'exprimer son besoin de mettre en place ce genre de programmation. Ce programme est mis en place depuis les années 2010. Et comme ils ont le programme de formation, ils sont d'office membres de AFINET, raison pour laquelle AFINET accompagne le Burkina Faso à pouvoir continuer à renforcer davantage ces genres de formation. Les 12 lauréats repartent dans leurs régions respectives pour mettre en application les compétences nouvellement acquises au cours de cette formation. Et puis le syndicat des pharmaciens du Burkina crée la mutuelle des pharmaciens du Burkina, un regroupement pour continuer à assurer la pérennité des entreprises pharmaceutiques du pays. Des détails avec Vincent Tiendrebego. Le partenariat entre les entreprises pharmaceutiques et les organismes tiers payeurs constitue une préoccupation pour les pharmaciens du Burkina réunis au sein de leur syndicat national. Le syndicat national des pharmaciens du Burkina qui se plaint d'un partenariat qui est loin d'être gagnant-gagnant. On a pas mal de difficultés que nous rencontrons, surtout avec les organismes tiers payeurs. Voilà, parce que quand les gens viennent, les clients viennent, ils ont des bons, nous leur donnant les médicaments, mais après pour se faire payer, c'est très difficile. Les délais de paiement sont très longs, souvent jusqu'à 3 mois. Vous avez des rejets de nos factures, vous avez des exclusions de médicaments qui amènent l'assureur à ne pas payer. Et pour équilibrer ce partenariat, un groupement d'intérêt économique des pharmaciens du Burkina Faso, le GFAB, et une mutuelle des pharmaciens du Burkina Faso, MUFAB, sont mis en place pour défendre les intérêts des professionnels de la pharmacie. Le groupement d'intérêt économique, son rôle sera donc de baliser les partenariats que nous avons avec les organismes tiers payeurs afin donc que nos intérêts en fait puissent être préservés. Pour la mutuelle, c'est une association que nous allons créer dans laquelle en fait nous allons loger un certain nombre de choses de telle manière à ce que si un prestataire vient voir un pharmacien, qu'il ait l'ensemble des pharmaciens avec qui travailler. Le syndicat national des pharmaciens du Burkina bénéficie de l'expertise ivoirienne. Le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de la Côte d'Ivoire est là pour appuyer ses confrères du Burkina pour la mise en place de ces structures. Autre actualité dans ce journal, les déplacés internes de la commune de Pisila dans la région du centre-nord ont bénéficié de l'accompagnement de l'ONG HELP pour leur prise en charge. L'ONG HELP qui a confectionné des abris pour loger ces déplacés. Ils ont aussi reçu du soutien de HELP dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Au terme du projet, les acteurs ont tenu un atelier bilan ce 3 décembre à Kaya pour examiner les actions menées sur le terrain. Le reportage est signé ici Jacques Drago. L'ONG HELP s'investit pour la cause des déplacés internes de Pisila dans la région du Centre-Nord. Elle a érigé des abris pour loger ces personnes en détresse. Dans le domaine de l'élevage, des cages ont été offerts à ces déplacés pour l'achat des animaux afin de s'auto-prendre en charge. Et dans le domaine de l'agriculture, plusieurs hectares de terre ont été récupérés au profit de ces populations vulnérables. J'ai reçu 75 000 francs pour l'achat des animaux. J'ai payé 2 moutons que je lève actuellement. Vraiment,
Tout se passe bien et je remercie beaucoup l'ONG HELP. Moi personnellement, j'ai travaillé sur une superficie de 2 hectares. Vraiment avec le soutien du HELP, j'ai pu obtenir 36 tonnes de mil. Ce projet piloté par l'ONG HELP en faveur des déplacés de Piscila arrive à terme et c'est le moment pour les différents acteurs de passer en revue toutes les activités menées sur le terrain, d'où l'organisation de cet atelier bilan. Nous avons répondu aux attentes des personnes déplacées internes ainsi que des populations hautes qui ont accepté donc d'accueillir ces PDI-là. Alors, le programme qui consistait à ériger en fait des abris au bénéfice des PDI a été plus ou moins conclu. En rappel, HELP est une ONG allemande d'aide, d'urgence et au développement qui intervient au Burkina Faso depuis 2008. Et puis l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, en abrégé AGRA, a financé la construction d'un magasin de stockage dans le village de Neboun, dans la Sicile. Un magasin d'une capacité de stockage de plus de 100 tonnes et équipé en bascule, palettes et bâches. La remise des clés est intervenue ce 4 décembre en présence de Oumou Sissé. Le village de Neboun, dans la province de la Sicile, dispose désormais de son magasin de stockage. Il peut contenir 100 tonnes de maïs, de sorgho ou de niébé, améliorant ainsi la gestion du stock des producteurs du village, mais aussi la confiance avec les institutions financières. Avant, en tout cas, on brandait nos céréales, puisqu'il n'y avait pas un coin pour stocker et pouvoir vendre, faire une vente groupée. Mais maintenant, comme on a un magasin, on stocke ça en groupe et maintenant on cherche le marché et on peut vendre. Financé par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique AGRA et exécuté par le groupe de recherche et d'action pour le développement GRAD Consulting Group, la construction et l'équipement de ce magasin, plus le don de motoculteurs, entrent dans le cadre du projet Consortium Boucle du Monde et Centre-Ouest. Ceci vraiment pour dynamiser ces filières agricoles-là et s'assurer qu'on puisse avoir des filières dynamiques, des producteurs qui sont bien outillés, des marchés dynamiques qui puissent avoir des débouchés. Il y a beaucoup de contraintes d'accès au marché par les producteurs. Parce que quand ils récoltent, le temps de transporter, c'est perdu par les termites, c'est perdu par des champignons et aussi c'est perdu par le système de battage, d'où l'introduction de la batteuse vanneuse. Objectif, réduire la pénibilité du travail post-récolte et minimiser les pertes qui s'élèvent à environ 30% de la production, selon le directeur général de GRAD Consulting Group. À cette cérémonie de Neboun, 10 autres villages des provinces de la Sicile et du Ziro se sont vus remettre les clés de leur magasin de stockage. Chaque village a également reçu un motoculteur. Dans l'actualité ce matin, je le disais en titre, le bangui, cette fameuse boisson extraite du rognier, fait le bonheur des amateurs de la boisson, mais bien plus encore, la filière nourrit son homme. Des producteurs ont donc vu leurs conditions de vie s'améliorer. Ahadi Sandamba. Cela fait exactement 17 ans que Tiankoumbié Soma ne s'est plus adonné à cet exercice, mais le réflexe de grimper dans le rognier est toujours présent. L'extraction du bangui n'a pas de secret pour lui. 8 heures watre ne kata 9 heures la ibina yele tugu ibi air do ya ne 14 heures ibina yele tugu ka air do fo katabla 16 heures ibi ta yele tugu ka banji bo ula data ibi banji nimbo ya ne 21 heures ibi ta yele tugu ka air do sisan katabla 23 heures ibi tla ibina la sisan. Ancien extracteur de bangui, cet homme doit sa survie ainsi que sa fortune actuelle à cette activité. Parce que nous faisons un manquement. Nous allons le faire pour que nous délai don canana. Bon, si ça m'bora, nous pièces d'amadame nous soro. M'bale barra la sisa. Watra nye Sébastien nke. On connaît ka muso furunai. Voilà. Watra nye vélo sanai. Allez le connaît barra ne wurin fekataga. Ce monsieur également doit son salut à l'extraction du bangui. En 2 décennies d'activité, il affirme avoir réalisé plusieurs de ses rêves.
ni ko caman kɛ fanaso kɔnɔ parce que ni misiw san ka maraso kɔnɔ voilà donc et puis ka sɛnɛkɛ misiw lo donc n bɛ ka foro don n kɔni tɛ taara sɛnɛ kɛ mais mɔgɔw bɛ so kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye donc nafa lo ka bɔ sibiyɔrɔ la. Autrefois, il écoulait son bangui avec les revendeuses, mais depuis un bout de temps, il est membre du réseau des extracteurs de Bomba Techno, une unité de stabilisation et de mise en bouteille de bangui. Comment je suis arrivé au bangui, c'est par rapport justement aux contraintes liées au bangui. La principale contrainte, c'est que les gens aiment beaucoup cette boisson, mais le gros problème de cette boisson, c'est qu'on ne pouvait pas le transporter. Et que c'est une boisson qui se fermente très vite. Donc ce qui fait qu'il y avait des difficultés de transport. Le bangui extrait à 6 h du matin n'est plus le même à 10 h déjà. Parce que la fermentation est accélérée. Ici, l'on assiste à l'arrivée du bangui frais venu directement des champs. Chaque matin, c'est plusieurs centaines de litres qui arrivent des villages environnants. Sungalo Kone a mis en place un réseau d'extracteurs de bangui. Vous avez du bangui de plusieurs provenances et selon les sols, la pédologie varie. Et si la pédologie varie, il y a une incidence évidente sur l'aspect organoleptique. Ouais. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne. C'est-à-dire tout l'ensemble là doit nous permettre d'arriver à un bangui régulier. Et c'est là qu'on rentre, on a la même densité, on a le même goût, et c'est ça notre boulot, notre réglage. Et au sortir, on a une boisson qui est toujours reconnue comme telle. Sur le site de l'unité, seules les images de l'arrivée et le filtrage du bangui sont autorisées. Pour la pérennisation de son business, Sungalo Kone préconise la préservation du rognier, car, souligne-t-il, c'est le rognier qui fabrique le bangui et lui le stabilise au grand bonheur des consommateurs. Un reportage de Moussa Ouedraogo et de Ahadi Sandamba. Et ce que Ahadi Sandamba ne nous a pas dit certainement s'il a goûté au bangui ou pas. C'était aussi réalisé dans le cadre de nos documents sur le 11 décembre dans les Cascades. La suite de ce journal. L'ONG Hélène Keller International, lors des festivités de ce 11 décembre dans les Cascades, a tenu ce 4 décembre à Banfoura les phases finales du concours SLAM sur la santé de la reproduction et les grossesses précoces. Cette initiative se tient dans le cadre donc, du projet qui vise à tirer la sonnette d'alarme sur le danger du phénomène dans la région. Al-Kassoum Milogo et Ali Traoré sur place à Bobo. Le slam, voilà la formule choisie par l'ONG Hélène Keller International lors des festivités de ce 11 décembre dans les Cascades pour sensibiliser les populations, surtout les jeunes scolaires, sur la santé de la reproduction et les grossesses précoces. Cette initiative se tient dans le cadre du projet Ado Santé. Une festivité comme le 11 décembre, on sait que ça draine beaucoup de monde. On a pensé nécessaire de mener des activités de sensibilisation en faveur de cette frange jeune. Et c'est ça qui nous a amené à réaliser un certain nombre d'activités, dont le slam dont nous venons d'assister. Sur scène, 11 élèves repartis dans 6 établissements de Banfoura ont tenté de séduire le jury et le public sorti nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui disent qu'en les utilisant, le plaisir n'est pas important. Or, il est temps que nous cherchions le passe-temps en mettant notre conscience en évidence. Prudence, prudence et encore prudence. La grossesse précoce, les IST, le VIH dans la cité. Plus nous sommes informés auprès des bons professeurs et non des professeurs bonbons. À l'issue, le jury livre son verdict. Troisième, avec une moyenne de 62, Traoré Taïrou du lycée municipal. Deuxième, avec une moyenne de 62,33, Sawadogo Salif, lycée municipal Imakado Niamey. À la première place, avec une moyenne de 66 sur 70, lycée Saint-Louis-Joseph Martin, Chandier Falilatou. Tout cela est dû à la qualité de leurs tests, mais aussi l'occupation scénique. Ils ont vraiment assuré
Ils ont maîtrisé les textes et ils ont apporté de très beaux messages. Fadila Toussambier, en classe de 3e au lycée Louis-Joseph Martin, la première et la plus jeune s'en sort avec 2 prix. Ces 4 poursuivants directs sont aussi récompensés. Pour refermer cette édition au Ghana, les 2 favoris de la présidentielle signent un pacte de paix. Ils se sont engagés donc à ne promouvoir aucune violence, que ce soit lors du vote ou à la proclamation des résultats. Alors que les Ghanéens se rendront aux urnes ce lundi, les 2 cadors du scrutin ont tous les 2 signé un pacte de paix au Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son principal opposant John Mahama se sont engagés à ne promouvoir aucune violence, que ce soit lors du vote de lundi ou à la proclamation des résultats. Alors que des scrutins très controversés ont récemment secoué l'Afrique de l'Ouest, comme en Guinée ou en Côte d'Ivoire, le Ghana est aujourd'hui un exemple de la stabilité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les 2 dernières élections, des pactes de paix similaires avaient été signés par les participants. Cette fois, les 2 candidats se sont engagés à éradiquer la présence de vigilantes, des jeunes gens payés par les politiciens locaux pour intimider ou décourager par la violence les électeurs les jours de vote. Lors des élections de 2016, ceux-ci étaient venus troubler la paix dans le pays. Même si 12 candidats sont en liste cette année, la course à la présidence s'annonce très serrée entre le président Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.